autour. Alors, on va passer déjà, qu'est-ce que le GitOps? Bon, aujourd'hui, on développe des applications pour des entreprises. Donc, le plus important, par exemple, pour un chef d'entreprise, c'est de savoir quand est-ce que l'application passe en production. Donc, du coup, pour pouvoir mettre une application en production, il y a des approches et toute une chaîne qui va permettre en réalité faire des tests sur que l'application soit déployée de manière optimale. Alors, le GitOps. Git comme source de vérité unique pour l'infrastructure des applications. Le GitOps, en réalité, c'est une pratique où l'état désiré de l'infra est déclaré dans un repo Git. Donc, autour de ça, on a des outils déjà présents sur le marché. Donc, on a par exemple un opérateur qui va en réalité surveiller ce dépôt et faire des opérations de réconciliation automatiquement entre le repo Git et le cluster Kubernetes. Donc, toutes ces modifications reposent sur un ensemble de commits qui seront effectués au fur et à mesure qu'il y a des changements ou alors des itérations dans votre code. Alors, on passe à différents points. À savoir, on a le déclaratif. En fait, déjà, c'est du déclaratif. Donc, ça veut dire que l'état désiré est décrit dans un YAML. Donc, on a du YAML. Ou alors, bon. Et on évite d'opérer via les commandes impératives. Pour le versionning, chaque changement est un commit, donc historique complet, tout ce qui est rollback et autres. Pour l'automatique, donc l'opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer plutôt les changements du repo Git. Donc, ça veut dire que c'est l'opérateur qui va pouler les changements que vous allez effectuer, que vous allez pousser dans votre repo Git. Et cette réconciliation est faite de manière continue. Donc, à chaque fois, l'opérateur, il va observer en réalité ce qui se passe dans notre repo Git. Et une fois qu'il a fait, alors il va appliquer les changements au sein du cluster. Une fois après avoir défini le GitOps, on va présenter les différentes mécaniques de pull et de push. Donc déjà, le modèle push, de manière classique, c'est la CI/CD classique. Donc ça veut dire que on pousse les changements vers le cluster. Pour le faire, on a besoin des credentials qui nous permettent de lancer la CI/CD. On a par exemple, on n'a pas cet élément qui nous permet d'observer la dérive des configurations. On n'a pas de réconciliation automatique. Alors, si quelqu'un, par exemple, fait un kubectl apply, bah, il risque de tout casser. Donc, du coup, on s'est dit, bon, voilà. Les exemples, par exemple, des outils qui nous permettent, par exemple, de faire du putsch, on a Jenkins, on a Ansible. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, voilà, pour pouvoir améliorer ce système, on est parti sur la mécanique, on s'est basé sur la mécanique pull, donc en réalité GitOps. Donc, ça veut dire que l'opérateur, effectivement, il est déjà présent dans le cluster, il va observer, donc, il est présent dans le cluster, donc ça suppose que tu n'as pas besoin de credentials. Il va détecter les changements en continu et une fois que c'est fait, il va faire une réconciliation selon un intervalle de réconciliation qu'on aura défini. Alors, tout changement qui est fait hors Git sera automatiquement écrasé. Pourquoi adopter le GitOps? Alors, sans GitOps, avec GitOps, quelle est la différence? Alors, sans GitOps, ce que nous avons, c'est quoi? Nous avons un déploiement manuel, pas de versionning de l'infra K8S. On a vraiment un rollback qui est énorme et complexe. Et on a aussi des problèmes de reproductibilité des environnements. Or, avec GitOps, qu'est-ce que ça apporte? On a une réconciliation en continu. Donc, ça veut dire que l'opérateur lui va observer effectivement chaque commit qui seront présents dans le repo Git. Alors, on a Git, par exemple, qui décrit en réalité mon infra, qui serait ici la source de vérité.
on a la possibilité de faire des rollbacks de manière aisée. On a les mêmes repos, le même résultat partout, et on a tout un historique Git complet. Donc, après avoir présenté les avantages de faire du GitOps, on va se référer au marché pour voir effectivement des outils qui permettent d'implémenter le GitOps. On va commencer par l'outil Flux, donc FluxCD, qui en réalité est un toolkit modulaire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il est constitué de quatre modules. Donc, on a 4 contrôleurs. On a ces Kubernetes natifs, donc on a les CRD qui seront déployés au sein du cluster. Alors, Flux, il associe en même temps du L pour la partie industrialisation, packaging des ressources Kubernetes, des manifestes Kubernetes, et du Customize pour appliquer les manifestes. On a le multi-tenancy pour permettre à ce que plusieurs équipes, par exemple, travaillent dans un même cluster ou alors dans un même environnement. Et la sécurité est basée sur le modèle pool. Le souci avec Flux, c'est qu'en réalité, il n'a pas d'interface UI native. Donc, ça veut dire que lorsque tu le déploies normalement de manière directe, tu n'as pas accès à une interface graphique. Alors, c'est en réalité pour des équipes Kubernetes qui ont un background ou alors des compétences vraiment aiguisées. À côté de Flux, nous avons Argo CD. Argo CD, en fait, c'est l'outil, on peut dire l'outil phare. Il faut rappeler que déjà, ces deux outils sont des outils cloud natifs. Donc, si vous regardez, par exemple, dans la landscape de la Cloud Native Foundation, vous verrez qu'en réalité, pour ce qui est du score, ces deux outils sont réellement en avant. Alors, Argo CD, lui, il a une plateforme visuelle, donc il a une UI web et intuitive. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu déploies Argo CD, tu peux visualiser tes ressources sur une interface et tu peux faire des rollbacks directement à travers des clics. Bon, déjà, pour ce qui est de la communauté, on est tout à fait d'accord que Argo CD a une large communauté. Pour la synchro, effectivement, elle se fait également comme Flux. Donc, en fait, ici, elle est moins modulaire. Donc, ça veut dire que lorsque tu déploies, par exemple, Argo CD, en réalité, tu déploies un monolithe. Donc, ça veut dire que pour une équipe, par exemple, qui veut prendre la main, il sera plus facile pour elle de Argo CD. Et en troisième position, nous avons l'outil intégré à Rancher qui est en réalité Fleet. Donc, Fleet, il est aisé pour Rancher. Le seul souci, c'est qu'il a une adhérence forte avec l'environnement Rancher. Donc, après avoir présenté, là, on va continuer avec les comparaisons. Pardon. Là, on a rappelé, en fait, ici, on a essayé de donner plus de détails sur ce qu'on a dit dans la slide suivante. On va avancer. Alors, donc, je reviens là. Pour dire que le choix de la plateforme pour mettre en place, par exemple, pour déployer, par exemple, nos applications, on a opté pour Flux. Vu qu'il est modulaire, il se base sur un ensemble de modules, donc, un ensemble de 4 contrôleurs. Et en plus, il est cloud native et il est facile de le piloter avec des stacks comme Terraform et autres. Alors, Flux CD. Flux CD, c'est un outil qui permet d'implémenter la culture ou alors le concept de GitOps qui en réalité repose sur un ensemble de composants. Comme composant, nous avons le Customize Controller, donc c'est lui en réalité qui va vérifier tout ce qui est apply au sein
du cluster. Donc, ça veut dire que c'est lui, en réalité, qui va faire des opérations d'apply sur les manifestes. On a la source contrôleur. C'est ce contrôleur qui va permettre de pouvoir observer, ou alors c'est lui qui va permettre de récupérer les ressources ou alors les applications, les charts, par exemple, sur des sources distantes. Donc, c'est-à-dire que lui, en réalité, il va observer les sources. Il va te dire, par exemple, que si tu veux, par exemple, déployer une ressource qui est dans un repo Git, c'est lui qui pourra te dire qu'effectivement, la source est disponible. C'est lui qui pourra te dire qu'effectivement, tu as mal configuré la source. Donc, en fait, c'est lui, en réalité, qui va gérer tout ce qui tourne autour de la source de données. Juste à côté, nous avons le contrôleur L. Donc, c'est lui, en réalité, qui va piloter tout ce qui est manifeste ou alors tout ce qui est chart.l. Donc, il va se baser sur un terme qu'on appelle Helm Release. En réalité, les Helm Release, normalement, ce sont des instances des chart.l qui seront déployées au sein du cluster. Et enfin, on a le Notification Controller. Le Notification Controller, normalement, lui, va permettre de pouvoir notifier, envoyer, par exemple, les notifications au niveau des différents receveurs. Vous avez présenté l'architecture. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, dans Flux, comme on a dit au niveau de l'architecture, nous avons les cadres fantastiques. C'est un peu comme ça que moi je les appelle, les cadres fantastiques. Donc, ce sont en réalité qui vont effectuer l'ensemble des travaux dont on aura besoin tout au long de notre déploiement Flux, ou tout au long du déploiement de nos différentes applications. Alors, comment se présente un repo GitOps? Bon, le repo GitOps, généralement, c'est vrai que c'est chacun qui en fait à sa sauce, mais on va toujours retrouver des éléments qui effectivement, vont permettre de nous faire, en fait, vont nous pousser à comprendre qu'effectivement, nous sommes dans un repo GitOps. Donc, nous sommes là au niveau du repo infra GitOps. Nous avons un dossier cluster. Dans le dossier cluster, normalement, on doit définir l'ensemble des clusters. Donc, ça veut dire que si, par exemple, nous avons un cluster Rancher, on va définir l'ensemble des clusters qui sont relatifs, le cluster Rancher. Si on a, qui est, par exemple, ici, quand on regarde, par exemple, management, effectivement, c'est tout ce qui est trait au cluster de management. Downstream, en réalité, c'est le cluster, tout ce qui est les applications qui sont relatives au cluster du payload. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ici, j'ai dit application, c'est plutôt environnement. Alors, donc là, tu déclares les clusters, parce que là, il faut un ensemble de clusters où, effectivement, les applications vont être déployées. Et juste en bas, nous avons la partie infra. Donc, infra, normalement, c'est tout ce qui tourne autour de l'infra, les applications telles que tout ce qui est NFS, les plugins NFS, les plugins Set Manager, ou bien en fait tout ce qui a trait par exemple au gestionnaire des secrets. Donc, on les met dans infra. Et juste en bas, qui est certainement une partie qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, la partie tenant. Donc, le tenant, normalement, en fait, c'est l'équipe et un ensemble de droits qui vont avec. On aura par exemple, si on a par exemple plusieurs développeurs qui vont travailler dans un même cluster, on va définir par exemple un tenant et un dossier tenant, et à l'intérieur, on va définir en réalité les équipes. Et chaque équipe aura un cluster, aura un namespace et un ensemble de droits qui vont avec. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions.
Une question par rapport Oui. au GitOps, c'était pour savoir l'architecture qui a été présentée là. Est-ce que les premiers éléments qui étaient définis n'apparaissent pas plutôt comme les modules, on peut dire au sens Ansible par exemple aujourd'hui, ou au sens Terraform où on va d'abord définir les gros modules. En dessous des modules ou bien sous les modules, on pourra avoir maintenant les différents environnements, donc que ce soit de la prod, de la pré-prod, ainsi de suite. Je parle Alors, bien dans le squelette de GitOps qui a été présenté là. OK. Donc, Donc, par exemple, là, dans management, est-ce que oui. le management et downstream, ça peut pas être vu comme des gros ensembles? Ou bien, pardon, management, ça ne peut pas être vu comme un grand module. Et maintenant, vu que plus bas, on a, dans downstream, on a nos différents environnements, ça peut être du dev, ça peut être du staging. Et eux, ils vont faire appel, par exemple, à tous les éléments qui ont été cités dans management pour pouvoir faire le déploiement dans notre cluster. OK, bon. Déjà, au niveau du cluster, normalement, Oui, dans cluster, on liste l'ensemble des environnements. Donc, voyons un peu ça comme des environnements. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura l'environnement qui va permettre de pouvoir piloter nos clusters. Et juste au niveau du downstream, on considère également ça comme au fait, effectivement, donc c'est un bloc. Et à l'intérieur, on a la prod et le staging. Donc, c'est un groupe, on peut dire un groupe d'environnement. Donc, ok, ici, par exemple, on pourra avoir un cluster dans lequel on va déployer nos applications, que ce soit en prod ou bien en staging. Donc, ça sera par exemple un groupe précis. Et là, on aura également la partie management où on pourra avoir un cluster où on déploie uniquement les outils qui vont permettre de pouvoir piloter nos différents clusters. cluster. Ok, ok, ok. Donc, voilà. Euh, c'est bon. C'est bon pour toi, Suzanne? Oui, c'est bon pour moi. OK, merci. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions, hein. Alors, après avoir présenté ces cartes fantastiques, on va épiloguer sur la démo. Donc, nous allons montrer comment est-ce que on procède pour pouvoir déployer une application via la mécanique GitOps en se basant sur l'outil Flux CD. Donc, en un, on va d'abord installer l'outil Flux au sein du cluster. Et une fois qu'on aura installé l'outil Flux au sein du cluster, on va présenter d'abord le repo Git, présenter l'ensemble des manifestes et enfin, on va déployer Flux et on va observer également, on va observer le Bootstrap et voir tout ce qu'il y a comme opération de réconciliation. Alors, donc pour ce faire, je vais partager ça. Mais dites si vous voyez mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est ok pour moi. OK. Je sais pas pour les autres. Alors, bien. Pour cette partie, on a un ensemble de repos. Donc, on va s'attarder on va s'attarder au niveau du repos Data Kubernetes, Data Center Kubernetes Rancher. Et juste à côté, on aura également le Data Center GitOps Flux CD. Donc, on a dit, on va présenter les repos de manière simple. On va commencer par le Data GitOps Flux CD. Alors, donc, l'architecture ou alors l'organisation des répertoires que j'ai présenté tout à l'heure, on va voir dans quelle mesure les appliquer afin de pouvoir s'arrimer. Donc, pour ce faire, on a pour mieux exposer ou alors le problème, ou alors pour mieux mettre sur pied notre solution, on s'est dit, bon, voilà, on va créer un dossier dans lequel on va déployer toutes les applications. On va créer un second dossier où on va définir l'ensemble des clusters et un troisième dossier où on va définir l'infra. Donc,
le dossier apps qui regroupe l'ensemble des applications des clusters. Et à l'intérieur, on a le base. Donc, le base, en réalité, c'est la base commune à l'ensemble des clusters. Donc, ça veut dire qu'il y a des applications qui sont transverses. Je vais, par exemple, déployer, je ne sais pas, peut-être une application qui sera utilisée dans l'ensemble des clusters. Alors, moi, je le mets dans le base. Et maintenant, en fonction des différents clusters, je vais voir comment faire un overload. Donc, ça veut dire que je vais surcharger en fonction du besoin relatif au cluster. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons, par exemple, le cas Rancher, cas d'usage. Nous avons l'application Rancher. Alors, je vais entrer dans le dossier Rancher. Je veux, par exemple, ce customize. On a dit au départ dans le slide que le customize, lui, son rôle, c'est de pouvoir faire des applies sur des manifestes. Donc, en réalité, on va référencer l'ensemble des manifestes qu'on a définis un peu plus bas. Et puis, lui, à chaque fois qu'il est présent dans un dossier, c'est lui qui va faire les opérations d'apply. On a le namespace qu'on ne rappelle, qu'on ne présente plus. On a la release. Donc, en réalité, la release ici, c'est quoi? Comme on a dit, la release, c'est l'instance d'un ChartLM déployé. Donc, on va définir la release et avec l'ensemble des paramètres qui vont avec, tout ce qu'il y a comme intervalle de réconciliation, tout ce qu'il y a comme version, et on va définir un ensemble de ressources, un ensemble de ressources dont nous sommes familiers. Alors, lorsqu'on déploie par exemple des applications avec Helm, on a toujours ce fichier value là, dans lequel on peut renseigner nos paramètres qui vont nous permettre de pouvoir y accéder à nos différentes applications. On va également définir les ressources. Donc, là, c'est notre Helm Release. Et juste en bas, on a la source. Dans la source, on l'a défini, on l'a rappelé un peu plus en avant. C'est en réalité l'élément qui nous permettait, c'est où se trouve la ressource qui doit être déployée. On savait que pour déployer Rancher, on aura besoin de cette URL-ci. Donc, ça, c'est la base commune à tous les clusters de management. Donc, ça veut dire que si je veux déployer Rancher en prod et en dev, alors la base si est commune à l'ensemble des clusters. Maintenant, là, puisque dans mon cas, j'ai un cluster Rancher, un cluster de management Rancher et un cluster de payload. Donc, le cluster de payload, je n'aurai pas besoin de déployer Rancher dans un cluster de payload. Alors, là, je vais entrer dans la partie, dans le dossier cluster Rancher et juste à l'intérieur, j'ai également un fichier customization. Un fichier customization où, comme j'ai rappelé un peu plus en avant, définir l'ensemble des manifestes. Et là, j'ai un Rancher value en réalité. C'est lui qui va surcharger en fonction de l'environnement les paramètres qui ont été définis dans le dossier base. Donc, dans le dossier base et sur la partie Rancher. Donc, là, je vais fermer le repo Data GitOps et je vais aller dans le dépôt Data Rancher Kubernetes. Donc, je vais prendre la partie Flux et alors, on va commencer par le déploiement des Flux. Donc, pour déployer Flux, c'est, on va dire, c'est un binaire, c'est un binaire comme tous les composants et on va le déployer au sein de notre cluster. Donc, pour le faire, on s'est basé sur, pour faire rapide, on s'est basé sur Terraform et on s'est mis un petit mec ici, donc, avec lequel on va déployer Flux. Donc, pour cela, avec Flux, c'est quoi? C'est normalement, si on part dans le main, normalement, Flux, la ressource qui doit être créée, c'est une ressource Bootstrap. En réalité, la ressource Bootstrap, c'est la ressource qui va permettre de pouvoir définir le dossier que Flux va surveiller, le cube config qui va avec et
Donc, là, je vais mettre, par exemple, ça là. Donc, on a, par exemple, on a le repo Git en question, Data Center GitOps. On a la branche, on a l'ensemble des clusters. Vous savez qu'en réalité, c'est ce dossier-ci qui va suivre et on lui passe le kubectl et le contexte. Bon, le contexte, c'est souvent, bon, le contexte par défaut, pour faire simple. Donc, pour cela, on va se dire, bon, voilà, on est parti sur, on s'est un peu simplifié les choses, on est parti sur du make. Donc, avant toutefois de faire ça, je rappelle qu'on avait provisionné dans les présentations passées, on avait provisionné des VM et par la suite, on a provisionné un cluster Kubernetes. Bon, là, nous avons notre cluster Kubernetes qui est constitué de 3 nœuds. Donc, on pouvait déployer cluster ranch sur un nœud ou bien. Donc, on a dit, bon, voilà, vu qu'on veut se calquer sur les mécaniques d'entreprise, alors on passe sur 3 nœuds. Donc, on s'est donc mis sur pied un cluster Kubernetes RKE2 et on va commencer avec le déploiement des ranchers, le déploiement de flux. Donc, tout commence par flux. Donc, une fois qu'on a déployé flux, on va par exemple faire un make. Alors, tac. Donc, je vais faire directement l'apply puisque le plan. Alors, tac. OK. Donc, je vais regarder. Il va me créer bien la ressource Bootstrap. Il me dit qu'il y a une ressource qui doit être ajoutée et 0 qui doit être destroy. Donc, là, je vais faire un yes. Donc, je vais venir dans le repo. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Donc, ici, par exemple, vous voyez au départ, on a ce repo-ci. Donc, il n'a pas encore les contrôleurs flux. Donc, là, actuellement, on vient de recharger. Tac. Donc, la ressource est en train d'être créée. Donc, lui, il a créé ce répertoire-là, ce répertoire-ci. Et à l'intérieur, si on regarde bien, à l'intérieur, il y a tout ce qui est relatif à flux. Donc, on a par exemple le namespace, on a tout ce qui est RBAC, Network Policy, Cluster Role, qui va permettre à Flux de pouvoir faire des opérations au sein du cluster. Donc, on a également le SYNC là. Dans le SYNC, il va permettre de pouvoir définir le repo Git. Il doit être bootstrappé et juste en bas, les répertoires en question. Donc, voilà, on laisse l'installation. Alors, lui, il a créé une ressource de type une ressource Bootstrap. Donc, une fois que il a été déployé, donc on va revenir au sein du cluster. Donc, je vais mettre ça comme ça. On voit bien que une fois que la ressource a été déployée, normalement, ce qu'il fait, c'est quoi? Il te crée dans le cluster un flux système. Donc, il va te créer un namespace flux système dans lequel il aura un ensemble de composants. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté, je vous ai dit, pour que Flux puisse fonctionner, il se base sur des cartes fantastiques, à savoir le M-controller, le Customize, le Notification Controller, en fait, un ensemble de contrôleurs qui vont permettre de pouvoir opérer au sein du cluster. Donc, on a donc ces 4 éléments-là. On va donc, une fois que Flux a été bootstrappé, a été installé, donc il va commencer à observer les changements dans le repo. On savait dire quoi? Ça veut dire que Flux, il a dit effectivement, ce que tu veux faire. Donc là, je vais fermer ça. J'ouvre ce dossier. Donc, ce que tu veux faire, c'est quoi? Ça veut dire que ce que tu me demandes, c'est que dans le cluster
dans ce cluster, par exemple, le cluster Rancher, tu vas observer tout ce qui se passe dans ces répertoires-ci. Donc, ça veut dire que dans la partie infra, par exemple, il va observer tout ce qui se passe dans la partie infra et dans la partie apps, la partie apps qui a été, qui correspond à ce dossier-ci. On va dire, observe uniquement le dossier apps cluster rancher. Donc, ça veut dire que tout ce qui sera mis là-bas sera automatiquement apply. Donc, c'est un peu comme ceux qui ont un peu la main sur Kubernetes. C'est un peu comme les pods statiques dans Kubernetes où il suffit juste de déposer des manifestes dans un répertoire précis et automatiquement, Kubernetes fait un apply. Donc, tout ce qui sera mis dans ce dossier, automatiquement, il sera apply par Flux. Donc, là, par exemple, nous avons notre application Rancher. Donc, on a notre application. On part dans Base, on a notre application Rancher là. Il est bien dans ce répertoire. Il est dans Base. Donc, si je pars dans Cluster Rancher et que je vois bien qu'effectivement, j'ai une valeur qui permet de se charger Rancher. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est déjà aller observer ce qui a été fait. Donc, je vais revenir dans mon K9. Donc, K9, c'est l'outil qui va me permettre de pouvoir gérer de manière fine les ressources du cluster dans un premier temps. Donc, certainement, pour les fois à venir, on pourra voir comment piloter directement les clusters via l'outil Rancher. Donc, ce n'est pas l'objet de la présentation. Donc, une fois que j'ai fait un bootstrap, donc lui va lire tout ce qui est dans le dossier apps, cluster rancher. Donc, il va en réalité me déployer tout ce qui est dans ce dossier-ci. Donc, il déploie la ressource-ci en se basant sur ce dossier rancher. OK, donc, on va donc aller observer. Bon, il me signale une erreur de CPU. Bon, on espère que ça ne sent pas déjà le sapin. Allez, on va donc aller. Oups. Alors, il a fait. Oups. Non, il a popé un ensemble de pods et actuellement, les conteneurs sont en train d'être créés. Donc là, c'est vrai, Rancher, c'est un outil qui est un peu lourd. Donc, il prend un peu du temps pour pouvoir se mettre, se rendre opérationnel. Donc, on va S'il y a passer. des questions, Oui. n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Donc, en attendant le déploiement en attendant que Rancher soit up, on pourra récupérer les préoccupations. Donc, Oui. Parce si que vous avez les zones d'ombre oui, que vous pensez qu'effectivement il faut soulever, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Alors, Bon, oui. si je peux rappeler, généralement, en mode contenu creating, c'est pendant ce moment, généralement, que le conteneur télécharge l'image en question. Donc, si l'image est assez lourde, donc ça va prendre un peu de temps. Bon, là, maintenant, je crois que c'est bon. Donc, voilà. Mais Alors, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. donc là, on laisse le ranch se mettre up. Donc, en attendant, on peut regarder un peu ce qui se passe dans les logs. Donc, pour le moment, on n'a encore rien. On peut regarder, par exemple, ce qui se fait. On va aller dans les events. OK. Donc, pour le moment, tout n'est pas encore nickel. Donc, on va patienter le temps qui se met up. Et une fois que c'est bon, on a défini quand même les paramètres d'accès. C'est pour Rancher, pour pouvoir y accéder, il faudrait que tu définisses déjà un mot de passe Bootstrap et le hostname qui va te permettre d'accéder à l'interface graphique de Rancher. Donc, ça tourne encore.
pendant que ça tourne, on peut déjà préparer. Alors, je peux dire, fais ça. Sans, oups. On va essayer de voir ce qui est en train d'être fait. Je vais mettre également la partie M contrôleur. Et enfin, la partie notification. Alors, donc, je vais récupérer, pour chaque composant, je vais récupérer les 30 dernières lignes. Donc, on dit ici, par exemple, au niveau de la source, on dit, effectivement, vu que bon, il y a un décalage d'une heure, donc on a une heure de plus que 7 heures, bon, jamais ils appellent ça heure Zulu, donc une heure de plus. Donc là, nous sommes à 9h44, donc là, 9h45. Il dit update with remote version, remote revision. Donc, il te dit effectivement, il n'y a pas eu de changement. Donc, la version est toujours la même. Installation, regardons, voici. OK. Donc, on a un port qui a craché. Il y a un qui est. Il y a deux qui sont en ligne. Bon, ça doit être certainement un problème de ressources. Vu qu'il. Alors, il essaie encore. Hop. Donc, je vais dans le desktop pour voir un peu ce qui se passe. Ouais. OK. Tu peux diminuer le nombre de réplicas, hein, s'il y a un problème de ressources, le nombre de réplicas de ranchers. OK, bon, déjà, on a deux réplicas qui sont up. Donc, on va voir si on peut y accéder en attendant que le troisième puisse remonter. On peut regarder les changements. Non, ça, c'est la partie customize, ça, c'est la partie contrôleur et la partie source. OK, maintenant, on repart donc dans l'interface pour voir notre rancher. Alors, est-ce que je vais récupérer le host. Donc, j'ai défini le host là. Je vais le récupérer. Donc là, hop. Alors, on a notre ranch qui est bien hop. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le secret en question. Donc, c'est vrai que dans la configuration, on avait déjà défini le secret Bootstrap. Donc, le secret qui va permettre de pouvoir bootstrapper Rancher. On avait déjà défini, donc, du coup, on peut soit récupérer directement ce secret-ci ou alors prendre la commande que nous fournit l'interface graphique et puis faire un apply. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, comme nous sommes dans le cadre, dans ce cadre-ci, donc on va, OK, il est running. Il y a ces composantes, effectivement, qui seront up. Non, c'est pas un souci. Alors, donc, je vais prendre ce répertoire, comme ça, et je vais venir ici, fait un CD, il va te dire qu'effectivement, il ne connaît pas ce répertoire, mais par contre, c'est fait le VSL qui va me dire effectivement. Voilà. Et si j'essaie de... Bon, je vais essayer d'exposer le cube config. Ah ouais, il dit qu'il soit dans le bon répertoire, même s'il fait un module RKUD. OK, export. Égal.
Et config, voilà. OK. Donc, une fois que j'ai ça et que je peux faire une cube, c'était voilà. OK, là c'est bon. Donc là, je vais jouer ma commande qui me permet de récupérer le secret. Mais bon, déjà, dans le cadre de l'entreprise, on peut également mettre des mécaniques sur pied qui permettent de faire du bootstrap automatiquement. Donc pour nous, on va récupérer ce secret-là. Alors, ce secret, c'est le même secret qu'on a défini dans notre manifeste. Donc, il est là. On va essayer de le récupérer et puis aller se connecter à Rancher. Donc, le secret, c'est bien change me. On se connecte. Alors, il te dit effectivement, lui, le connexion à Rancher, c'est ça. Et on valide le check. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes connectés à notre cluster Rancher. OK. Donc, nous sommes connectés au cluster Rancher et on va s'attarder sur la version de Rancher. Donc là, actuellement, nous sommes en version 2.13.2. Ce qu'on va faire, c'est déjà de manière rapide, on va ajouter un cluster et puis, OK, donc on va ajouter rapidement un cluster. On va créer. OK, on va ajouter un cluster. On va l'appeler cluster et l'autre. Donc, on crée d'abord l'emplacement du cluster en question. Donc, ils disent qu'effectivement, version, demande la version du cluster. Okay. Voilà. Fait comme ça. Oups, on va dire exporter, on va plutôt importer un cluster générique. Donc, je vais donner cluster payload. Alors, global setting, donc là, je vais. Qu'est-ce qui cluster payload. Bon, pour moi, il y a un tout petit cluster payload. Bon, peut-être même pas le tirer là. Ouais, c'était. OK. Non, il ne voulait pas le majuscule. Le majuscule. Alors, donc là, on a créé l'emplacement d'un cluster. Et ce qu'on va faire, c'est, parmi les commandes, c'est récupérer une commande et puis jouer dans le cluster en question. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la présentation. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on crée un emplacement d'un cluster. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voir comment est-ce que Flux fait les réconciliations. Donc, déjà, nous sommes en version 2.13.2 du Rancher. Et aujourd'hui, on va effectuer un changement et on va observer le changement. Donc, pour cela, ce que nous on fait, c'est quoi? On va aller dans le repo, GitOps. On va venir dans la partie apps, le dossier cluster Rancher, et puis on va aller dans les releases. Rancher release. Donc, on peut surcharger la version ici. Bon, pour nous, c'est pareil. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise. Donc, je vais passer à la 2.13, 2.3. À la 2.3. Donc, j'ai changé la version des Rancher. Donc, on est tout à fait d'accord qu'on est bien en 2.2.
au niveau de l'interface. 2.13.2. Donc, on a la point 2. On souhaite passer à la point 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On a fait les changements. On est dans notre repo, donc on va faire nos commits. On va update launcher version et puis on va faire notre git push. Alors, effectivement, il nous dit qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai déployé Flux, en réalité, il a créé ce répertoire Flux System. Donc, c'est ce répertoire-ci. Il a créé ce répertoire Flux System et ça fait que il y a une différence entre le repo distant et mon repo local. Donc, du coup, je récupère dans le changement. Alors, il me demande de faire comme ça. OK, là, c'est bon. Donc, je fais un code de status. OK, donc tout est bon. Donc là, je vais maintenant faire un push. OK, donc là, j'ai poussé dans Git. Je vais observer les contrôleurs là. Je fais ça pour qu'on puisse observer ensemble. Alors, au niveau de... Hop, on descend. Bon, il dit pour le moment, il n'y a pas de changement sur cette partie. Donc, on attend. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? OK, on attend. Alors, tac, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a une question de Walter. Oui, Walter. Ok, oui, rebonjour à tout le monde. Oui, Fabrice, j'aimerais savoir, s'il te plaît, le délai d'attente, là, c'est configurable? Oui. Si je reviens là, non, là, tu vois, il a des choses qu'il est en train de mener. Donc, on va patienter juste un peu. OK, donc en attendant, je peux te montrer. Donc ici, tu vois, dans la REM release, tu peux définir l'intervalle de réconciliation, c'est là. Donc, nous avons mis à 5 minutes. Donc, comme on pouvait aussi descendre, donc tu pouvais mettre 1 heure, tu pouvais mettre, je ne sais pas, 2 secondes, autres. Comme aussi, tu peux décider que, bon, voilà, j'ai défini l'intervalle de réconciliation et puis tu peux réconcilier de toi-même. Donc, pour ce faire, souvent, moi, ce que je fais, c'est que soit je m'installe directement un plugin Wave GitOps qui, en réalité, va me permettre de pouvoir piloter tout ce qui est déploiement Flux. Donc, c'est l'outil, en réalité, qui fournit une interface visuelle à Flux. Donc, pour le moment, puisqu'il est déployé, il est aussi déployable. Donc, je ne me suis pas attardé dessus. Donc, je suis parti sur le flux natif. Et donc, tu peux venir là et puis faire ta réconciliation. Comme tu peux aussi laisser l'agent réconcilier en fonction de l'intervalle de réconciliation, la période de réconciliation. Alors, nous, on va revenir là. Effectivement, donc, là, on se rend compte qu'effectivement, il nous dit SHA-REEF version 3, version 1.13.3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est le contrôleur, la REM release. Donc, release SHA, en fait, il nous dit qu'il y a une release, la release a changé. Release ça change. Au niveau de la source, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, la source n'a pas changé puisque c'est la même source. C'est la même source où on récupère l'ensemble des chats. Donc, c'est certainement le customization et puis le REM controller qui te dit qu'effectivement, il y a la version de Rancher qui a changé. Donc, avant, on était, ouais, ici, on était en version 2.13.2. Là, nous sommes en version, donc il a poulé Rancher et il est en train de m'installer la version 2.13.3. Donc, je vais donc revenir ici pour voir en réalité qu'effectivement, il y a des choses qui ont été
qui ont été, au fait, il y a des conteneurs qui ont été, des nouveaux conteneurs qui ont été créés. Alors, on attend juste que ça soit hop. Donc, on regarde juste le temps. Ça fait depuis combien de temps ils sont là. Donc, en fait, il y a de nouveaux conteneurs qui sont créés. Il y a de cela quelques 96 à 98 secondes. Donc là, ils évoluent. Donc, le temps que range soit hop. On va continuer à suivre nos changements. Donc là, ça évolue. Alors, au niveau du customize, bon, il n'y a pas eu de changement. Donc, il va, une fois qu'il a réconcilié, à chaque fois, il va te dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de changement sur le chat. Donc, une fois qu'il a fait la réconciliation et qu'il a récupéré les ressources dont il a besoin, hop, bon, on va juste patienter un peu le temps que nos ports de la version 2.13.3 deviennent hop. Donc, ça évolue. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Le temps que ça. Bon, ce qui se passe. Donc, là, pour le moment, ça évolue bien. Bon, ça ne sent pas le sapin cette fois-ci. Alors, on est à 3 minutes. Ouais. Continuez à regarder ce qu'il fait. Il ne fait que nous prendre des informations. Donc, on voit qu'en réalité, on n'a pas eu besoin de... Une fois qu'on a déployé notre opérateur Flux, donc chaque action qui sera menée, voilà, dès que le conteneur, l'ancien conteneur est hop, il détruit, au fait, le nouveau conteneur est hop, le nouveau port est hop, pardon, il détruit l'ancien port. Et voilà. Donc, du coup, on a notre mécanique de base qui est la mécanique d'update de base qui est le rolling update qui est effectivement garanti. Alors, dernier port. En attendant qu'ils se mettent hop, donc on peut aller déjà au niveau du rancher. Parce que si on fait, on essaie de recharger la page. Alors, donc là, j'ai rechargé la page. Tac. Et j'ai une nouvelle version de Rancher. Donc là, j'ai rentré en version 1.13.3. Donc, j'ai fait un upgrade de Rancher. Donc, voilà. Donc, nous sommes passés d'une version 2 à une version 3. OK. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va continuer la présentation. Donc, là, on a déployé Rancher via la mécanique GitOps. Donc, aujourd'hui, si on veut déployer n'importe quelle application qui se base sur une release ou bien sur
les manifestes, on peut s'appuyer sur Flux CD pour pouvoir implémenter cette mécanique GitOps et faire de telle sorte que nos applications soient disponibles de manière continue. Donc, je vais revenir à notre présentation. Donc, après avoir déployé Rancher via la mécanique GitOps à travers l'outil Flux CD, nous avons effectué l'opération de montée des versions et nous avons observé effectivement les actions de changement qui ont été faites par les agents Flux. Alors, pour ce faire, pour la suite, donc, on va se calquer sur un ensemble d'éléments qui nous permettent en réalité de pouvoir exposer un ensemble de bonnes pratiques qui vont nous permettre de pouvoir mettre sur pied des solutions optimales à grande échelle au sein de nos différentes entreprises. Donc déjà, pour ce qui est des bonnes pratiques, on dit que toutes les modifications passent par un merge request. Donc, jamais de kubectl apply manuel en production. Le depend on dans les M-release dont a été, lorsque tu veux par exemple déployer une application, il y a certainement des applications qui en dépendent d'autres. Donc du coup, on peut injecter des dépendances entre les différentes applications. Donc, pour dire par exemple que tant que Send Manager n'est pas installé, alors Rancher ne se déploie pas. Ainsi de suite. Nous avons des secrets hors de Git. Donc, on a par exemple des outils comme SOAP ou bien VSO pour les secrets. On a le multitenancy strict. Donc, dans le cadre de l'entreprise, si on a par exemple plusieurs équipes qui doivent travailler dans un même cluster, il faudrait qu'on se base sur pas le multitenant peut-être faible, mais plutôt sur un multitenancy strict. Donc, ça veut dire qu'on définit de manière fine les règles d'utilisation des ressources dans le cluster. Donc, et aussi voir comment utiliser l'outil de notification Flux en réalité pour voir effectivement pour avoir les alertes sur toutes les applications qui sont déployées dans Flux. S'il arrive par exemple qu'un composant tombe, Flux pourra directement vous notifier. Et puis, généralement, tester avant d'émerger. Donc, une fois que les bonnes pratiques ont été rappelées, alors, moi, je vous invite à suivre pour ce qui est des sources, dont les sources vont être mises à disposition dans l'ensemble des plateformes, à savoir le canal Discord, oui, le canal Discord, et aussi, on vous invite à nous suivre sur le LinkedIn. Donc, on est très actifs sur LinkedIn. Et pour toute question et préoccupation concernant les sujets de cette journée, tournant autour du DevSecOps, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous présenter, par exemple, pour avoir, par exemple, un accompagnement ou, si possible, faire des suggestions afin qu'on puisse peaufiner davantage le travail qui a été présenté ce matin. Donc, après avoir dit cela, je ne sais pas s'il y a des questions. Je reviens vers vous pour savoir s'il y a des préoccupations. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Je ne sais pas si... Oui, on a Delinel qui a levé la main. Delinel. Ouais. Oui, bonjour à tous. Fabrice, quel est le mécanisme de sécurité que tu mets derrière ça pour t'assurer que la modification que tu fais sur Git sera une modification qui est disponible? Comme par exemple, tu as mis la 2.13 ou 2.3. Supposons que par erreur, tu mets peut-être, ça peut arriver, une erreur de frappe, tu mets 2.40 points, une erreur qui n'est pas dispo. Oui. À ce moment, comment est-ce que tu gères ça? Alors, déjà, une fois que tu mets une version qui n'est pas dispo, Flux, il va t'arrêter hein, automatiquement. Donc, tu vois, je vais, par exemple, voilà. Donc, je vais revenir là.
Donc, si tu mets une version qui n'est pas propre, donc lui, il va t'arrêter. Il va te dire effectivement, la version que tu me proposes n'est pas disponible. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le source contrôleur, lui, va vérifier si la version de flux, de la version des ranchers que tu veux déployer est disponible. Maintenant, si ce n'est pas disponible, alors il te donne une notification comme celle-ci. Donc, ça, c'est juste une notification que ça, c'est avec l'outil pour qu'on puisse rapidement observer. Donc, il te donne une notification. Ça veut dire qu'il bloque le déploiement. Il te dit la version n'est pas propre ou alors la version n'existe pas. Maintenant, si c'est une version que tu as codée, que peut-être dans la version, dans l'application en question, il y a des erreurs, effectivement, il va te déployer l'application. Tu vas observer, par exemple, déjà, tu as la possibilité, puisque tu as des environnements, donc tu peux tester d'abord l'application sur un cluster, par exemple, de dev, avant maintenant de passer en production. Donc, ça veut dire que lorsque tu déploies, par exemple, tu mets uniquement les manifestes dans le cluster, dans l'environnement de production, dans le cluster de payload qui se trouve dans l'environnement de production, de staging. De staging. Une fois que tu as bien testé, parce que aller en production, ça suppose qu'on a d'abord fait des tests au préalable. Donc, tu as bien testé la version et rassuré qu'effectivement, il n'y a pas de dérive. Et une fois que c'est OK, tu passes donc. Rien qu'à partir de ton éditeur de code là, tu pourras déjà voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Tu vois, par exemple, si je mets par exemple cette section à jour, il va te dire qu'effectivement, une fois qu'il sera à jour, il va te dire que bon, tout est, voilà. Là, il est à jour, tout est ouvert, donc tout marche bien, tout est ouvert. Donc, s'il y a un souci, déjà, il va te signaler. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, il y a la partie notification également, comme j'ai souligné un peu plus en avant, où s'il arrive peut-être que tu déploies une application en production, en staging. Bon, parce que moi, je suppose que la production, ça veut dire on a défriché, on a résolu l'ensemble des problèmes qui tournent autour du déploiement de l'application et autour de l'application même, avant toutefois de passer en production. Bon, là, une fois que tu passes en production, effectivement, tu es rassuré que, la source, le SHA-TL que tu veux déployer, s'y trouve déjà dans la registry, la source ou alors le M repository, ou alors le guide repository que tu as renseigné au niveau de la source, et effectivement que la version correspond à celle que tu veux vraiment déployer. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Sinon. Oui, c'est bon, c'est bon. Et puis on en discute. Bon, voilà. Merci Delinel. Alors, toc. Y a-t-il encore d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, donc, Rich, je te remets la main pour la suite de la suite. Par exemple, il y a la question de, je pense, de Stéphane là. Oui. Il dit, si je fais une erreur de syntaxe dans mon Git, dans mon dépôt Git, et que je push, comment Flux de réagit-il? Alors, l'erreur de syntaxe. Attends, je suis la question. Il dit, est-ce qu'il bloque la mise à jour ou est-ce qu'il risque de casser mon installation de Ranchers en tentant de synchroniser une configuration erronée? Alors, puisque on est parti sur la mécanique rolling update, on est tout à fait d'accord que dans la mécanique rolling update, ce n'est que quand un port est disponible, alors que l'application, un port est running, qui commence à détruire l'autre composant, en fait, le composant qui vient, l'ancien port. Ça veut dire que Flux à son niveau, lorsque tu fais une erreur de syntaxe, si l'erreur de syntaxe vient de Flux va ou bien vient de manifeste customize, bon, ça veut dire que, par exemple, je vais illustrer une situation. Si je peux dire, par exemple, si tu mets à la place d'intervalle, tu mets par exemple intervalle,
forcément, Flux, il va te dire qu'il y a erreur, non, il va te bloquer. Mais l'application Launch va continuer à fonctionner. Donc, ça veut dire que Flux ne va rien faire. Parce qu'effectivement, il va te demander, corrige d'abord tes changements avant toutefois de faire un apply. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, si les changements viennent au niveau de l'application, Flux, il va te, puisque le changement ne vient pas de Flux, il va te déployer l'application, mais tes pods ne seront pas remis. Parce qu'effectivement, le conteneur qui est dans le pod, peut-être n'a pas démarré. Donc, ça veut dire que l'erreur est au niveau de ton application. Donc, c'est à toi maintenant de corriger. Et effectivement, une fois que tu as corrigé, tu repousses les changements, Flux va faire la réconciliation et ton application sera up. Bon, aussi, si vous pas appuyer, la plupart du temps, lorsqu'on intègre du GitOps, la plupart du temps, on met des mécanismes de rollback. Donc, si, par exemple, tu as commis une erreur dans ton application et qui fait cracher, par exemple, je dis une autre qui fait cracher le pod et qui empêche les pods de ton application d'être déployés, la plupart du temps, sur l'outil qui permet de gérer ces sources de vérité, il y a un mécanisme, soit tu le fais, tu l'as configuré aussi. Donc, il va permettre de faire le rollback automatiquement une fois que l'application n'est pas up. Donc, du coup, généralement, bon, en prenant le cas, par exemple, de REM, je prends le cas, par exemple, de REM. Si tu je prends le cas plus précisément de Argo CD. Si tu fais le déploiement via Argo CD, GitOps, pardon, via Argo CD, et que tu as déjà ajouté une application sur Argo CD, c'est-à-dire la source de vérité, via l'interface graphique, la plupart du temps, tu vas lui dire, OK, voici la commande. Du moins, tu vas déjà la commande de REM et lui permettre de faire du rollback automatiquement tout seul. Donc, quand il va faire le REM upgrade, le REM install, et il va constater que le GMA avait un paramètre, soit c'est le tiret atomique, quelque chose comme ça. Donc, s'il constate à un moment donné qu'il y a un problème, de manière automatique, il va faire le rollback tout seul. Donc, sans une intervention humaine. Et tu seras notifié de ce rollback et voilà. Oui, effectivement. Ouais, il y a Jules qui a levé le doigt. Non, merci. Je crois que ça va. Ma préoccupation a été répondue. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, et aussi, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut, par exemple, faire pour améliorer ce travail ou alors cette partie? Nous serons également preneurs. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des éléments qu'on peut corriger? Est-ce que tout ce que j'ai présenté, c'est la merde? Est-ce que, bon, vous me dites, il n'y a pas... Non. Ce que tu as présenté, c'est bien. Nous tous, on s'améliore ici. Donc, du coup, vous pouvez donner vos retours dans Discord s'il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez donner vos retours dans Discord. Oui, Jules. Oui, Jules. Ok. Désolé, mon micro était coupé. J'aurais aimé avoir dans la présentation la partie multi-tenancy. En fait, Ouais. voir comment deux équipes, simuler deux équipes qui cohabitent en fonction des airbags qui leur sont définis et qui n'arrivent pas. Parce qu'en fait, je crois que c'est l'une des mécaniques qui n'est pas très... Allô? Ah, son micro. Allô, Jules? On t'entend pas. Si tu parles, on ne t'entend pas. Et qu'ils utilisent le même repo Git. Parfois, j'aimerais vraiment cette partie-là, peut-être ça fera peut-être l'objet d'une prochaine présentation, parce que dans la présentation d'aujourd'hui, il y avait ça dans le titre. J'aurais aimé avoir une petite partie qui parlait de ça pour voir comment ça se fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non. On a certainement énuméré ça dans la présentation. Maintenant, on se note ça dans les points d'amélioration et on pourra certainement, lors de, je sais pas, la partie 4, s'il y en aura, peut-être voir dans quelle mesure mieux étaler la partie multi-tenancy.
En fait, la partie multi-tenant, c'est un autre scope, hein. C'est pas du même scope. Donc, il faut il faut que nous soyons assez clairs là-dessus. C'est un autre scope. Donc, c'est tout un ensemble c'est assez vaste. Donc, là. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai suivi qu'on a énuméré et je voudrais peut-être dans une prochaine présentation, pas là, parce que Pourquoi pas, par exemple, tu pourras, par exemple, si tu veux, proposer ça comme sujet, déjà de faire du multi-tenance et voilà, et voir comment tu peux travailler là-dessus et venir aussi présenter. Donc, voilà, ça peut être un sujet. Donc, comme je dis, c'est un sujet à part du fait du multi-tenance avec cette peut-être couplé à GitOps comme tu le veux. Donc, OK. Ok, Est-ce qu'il y d'accord, a merci. d'autres questions? Fabrice, tu peux te muter, s'il te plaît. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en guise de rappel, aujourd'hui, c'était essentiellement sur comment installer Ranchers, qui est en fait, l'outil graphique, en fait, l'outil qui permet d'administration, pardon, des clusters. Donc, vous voyez, il a installé les Ranchers et voilà, il a administré, il a créé le même cluster. Donc, généralement, c'est ce qui se fait aussi dans les entreprises ou bien dans les cloud providers qui offrent comment dire, en fait, des versions Kubernetes Manager, de sorte que tu as ton interface graphique pour créer un cluster assez rapide. Donc, tu cliques, par exemple, si tu cliques, un peu comme Ranchers le fait. Donc, par exemple, un exemple d'un cloud provider, c'est OVH, donc il le fait très bien. Donc, voilà. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va se séparer. Voilà. La prochaine présentation je pense que ça va porter sur l'IA. Si je ne me trompe pas, avec Walter, avec Franck Walter. Donc, voilà. Bon, OK. Merci à tous d'avoir été présents sur cette conférence. Et voilà. Et bravo à Fabrice, vraiment bravo. Et, Merci également à vous. Hein. pareil. C'est vous qui faites ma force. Quoi. Merci. Yeah.